Sherlock Holmes et l'étranger qui connaissait le passé de Watson. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. La lettre d'Afghanistan. C'est par une matinée particulièrement maussade de novembre 1891 que je fis face à l'étrange cas qui allait mettre à l'épreuve non seulement les remarquables capacités de déduction de mon ami Sherlock Holmes, mais aussi ma propre force de caractère, d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Un épais brouillard recouvrait Baker Street, étouffant le bruit habituel des sabots et des roues, et créant une atmosphère si dense qu'on distinguait à peine le lampadaire juste sous notre fenêtre. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude, et j'étais occupé à consulter des revues médicales lorsque Madame Hudson se présenta à notre porte avec le courrier du matin. Parmi la correspondance habituelle, factures, invitations à Holmes de diverses sociétés scientifiques et quelques appels à l'aide, une enveloppe retint immédiatement mon attention. Elle était en papier de bonne qualité, timbrée de Douvres, et adressée d'une écriture étrangement familière, même si je ne pus la retrouver immédiatement. « Holmes », ai-je lancé à mon compagnon, qui examinait à ce moment-là une tache particulière sur sa robe de chambre à la loupe. « Il y a quelque chose ici qui pourrait vous intéresser. À moins qu'il ne s'agisse des 17 variétés distinctes de cendres de tabac trouvées dans les environs de Whitechapel, répondit-il sans lever les yeux. Je doute que cela soit plus fascinant que ce remarquable spécimen de cire de bougie mélangé à ce qui semble être de l'encre d'imprimerie. J'ouvris l'enveloppe avec une curiosité croissante. Dès que mes yeux tombèrent sur son contenu, je ressentis un frisson qui n'avait rien à voir avec ce matin de novembre. La lettre était brève, écrite de la même écriture familière. « Dr. Watson, vous ne me connaissez pas, et pourtant je vous connais mieux que vous ne le pensez. J'étais présent à Maiwand, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. J'ai suivi votre carrière avec grand intérêt depuis votre retour à Londres, et je crois que le moment est venu pour nous de nous rencontrer. Il y a des sujets concernant cette journée, des sujets que vous croyez enterrés avec les morts, qui nécessitent une discussion urgente. Je viendrai vous voir à Baker Street demain soir à 20h. Si M. Holmes est présent, tant mieux. L'affaire que je vous soumets pourrait bien se révéler digne de ses immenses talents. Je reste, monsieur, votre dévoué serviteur, capitaine Marcus Whitmore, retraité, ancien du 66e régiment d'infanterie de Sa Majesté. » La lettre glissa de mes doigts inertes et vola au sol. Holmes, constatant ma pâleur soudaine, abandonna son enquête et traversa la pièce de ce pas rapide et silencieux qui caractérisait ses mouvements. « Mon cher Watson, » dit-il, ses yeux gris perçants scrutant mon visage avec une précision scientifique. « Vous semblez avoir reçu une nouvelle importante. Votre pouls est accéléré, je le vois dans la veine de votre tempe, et votre respiration est devenue saccadée. La lettre porte un cachet de Douvres, daté d'hier. Vu votre réaction, j'en déduis qu'elle concerne votre service militaire, et plus précisément votre séjour en Afghanistan. » Il se baissa pour récupérer la lettre tombée, et je ne fis aucun geste pour l'empêcher de la lire. J'étais même reconnaissante de sa présence, car son contenu avait réveillé des souvenirs que j'avais longtemps cherché à enfouir. « Intéressant, » murmura Holmes en parcourant le bref message. « Capitaine Marcus Whitmore. Le 66e régiment d'infanterie a servi avec distinction pendant la Seconde Guerre d'Afghanistan, malgré de lourdes pertes à Maiwand. Vous étiez là-bas comme médecin des Berkshire, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, » répondis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais Holmes, je n'ai aucun souvenir du capitaine Whitmore. La bataille était chaotique. Fumée, cris, les blessés appelant à l'aide. J'ai soigné tant d'hommes ce jour-là. Pourtant, ce monsieur prétend non seulement se souvenir de vous, mais aussi connaître des événements que vous croyiez enterrés avec les morts. » Holmes me rendit la lettre, l'air pensif. « Dites-moi, Watson, y a-t-il quelque chose concernant votre service à Maiwand dont vous n'ayez jamais parlé? Un incident qui pourrait expliquer la mystérieuse communication de cet homme ?» J'hésitais, partagé entre mon inclination naturelle à me confier à Holmes et ma réticence à revenir sur cette terrible journée.
La bataille de Maiwand avait été un désastre pour les forces britanniques, une déroute qui avait coûté la vie à des centaines de personnes, dont presque la mienne. J'avais reçu la blessure par balle de Jezail qui m'avait finalement rendu invalide en Angleterre, où j'avais rencontré Holmes pour la première fois et où avait débuté notre extraordinaire collaboration. Il y a eu des irrégularités, dis-je enfin, des ordres incohérents, des fournitures disparues, des renseignements totalement faux. Mais ce genre de choses est courant en temps de guerre, Holmes. Le brouillard de la bataille, comme on dit. Holmes faisait les 100 pas, les mains jointes dans le dos, le front plissé par la concentration. Peut-être. Pourtant, ce capitaine Whitmore semble suggérer le contraire. Il parle de sujets nécessitant une discussion urgente et sous-entend que ce qu'il sait pourrait constituer une affaire digne de mon attention. Nous en saurons davantage demain soir, j'espère. Le reste de la journée s'écoula avec une lenteur atroce. Je me retrouvais incapable de me concentrer sur mes occupations habituelles, repensant sans cesse à cette journée étouffante de juillet 1880, où notre petite troupe avait été submergée par des hommes d'une tribu afghane, près du village de Maiwand. J'avais vu mourir des hommes de valeur, des amis qui avaient de partager leurs rations avec moi, des soldats qui avaient de plaisanter et ri autour de nos feux du soir. Les souvenirs me revinrent avec une douloureuse clarté. L'odeur âcre de la poudre, les cris des blessés, la chaleur terrible du soleil afghan qui nous frappait tandis que nous luttions pour survivre. Holmes, constatant ma distraction, tenta à plusieurs reprises d'engager la conversation avec moi sur ses expériences en cours, mais finit par se replier sur son appareil de chimie, me laissant seul avec mes pensées troublées. À l'approche du soir, je me surpris à consulter l'horloge à plusieurs reprises, tantôt redoutant, tantôt impatient de l'heure. À 8 heures précises, Madame Hudson frappa à notre porte. « Un gentleman qui veut voir le docteur Watson », annonça-t-elle. « Un certain capitaine Whitmore. »« Montrez-lui la voie, Madame Hudson », cria Holmes avant que je puisse répondre. L'homme qui entra dans notre salon avait peut-être une 50aine d'années, était grand et mince, avec le teint buriné de quelqu'un ayant passé de nombreuses années sous le soleil d'autres contrées. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient de maintenant abondamment striés de gris, et il marchait avec une légère boiterie que je reconnus comme l'héritage d'une vieille blessure. Ses yeux, cependant, me frappèrent le plus. D'un bleu pâle et remarquablement pénétrant, il semblait scruter chaque détail de notre modeste logement avec le regard exercé d'un soldat de carrière. « Docteur Watson, » dit-il en lui tendant la main, « et Monsieur Holmes, je suppose. Je vous suis reconnaissant à tous deux de m'avoir reçu. S'il vous plaît, asseyez-vous près du feu, » parvins-je à dire, peinant encore à replacer le visage de l'homme dans mes souvenirs d'Afghanistan. « Pardonnez-moi, capitaine, mais je dois avouer que je n'ai aucun souvenir précis de notre précédente rencontre. » Whitmore s'installa sur la chaise en face de la mienne, déclinant l'offre de tabac de Holmes. « Ce n'est guère surprenant, docteur. Nous évoluions dans des milieux différents, pourrait-on dire. Vous étiez au service médical, soignant les blessés avec un dévouement admirable. Moi, j'étais ailleurs. »« Renseignement, » dit soudain Holmes. « Vous étiez rattaché au renseignement militaire, capitaine Whitmore. Votre allure, votre façon d'observer, la façon dont vous vous êtes positionné automatiquement pour avoir une vue dégagée sur la porte et la fenêtre, tout suggère un homme formé à la collecte et à la protection d'informations sensibles. » Un mince sourire éclaira les traits burinés de Whitmore. « Votre réputation de déduction est amplement méritée, monsieur Holmes. Oui, j'ai servi avec intelligence. C'est à ce titre que j'ai observé pour la première fois, disons, les irrégularités du docteur Watson à Maiwand. »« Quel genre d'irrégularité ?» demandai-je, sans être certain de vouloir entendre la réponse. Whitmore se pencha en avant, ses yeux pâles fixés sur les miens. « Dites-moi, docteur, vous souvenez-vous avoir soigné un jeune subalterne nommé Pemberton le matin de la bataille ? Le lieutenant James Pemberton du 66e régiment d'infanterie ? » Ce nom m'a frappé comme un coup dur. « Pemberton, ai-je murmuré. « Oui, je me souviens de lui.
Il a été blessé lors d'une escarmouche 2 jours avant la bataille principale. Une balle dans l'épaule, pas grave, mais suffisante pour l'empêcher de combattre. Il était amer et voulait rejoindre ses hommes. Et l'a-t-il fait ? Je fermai les yeux, m'efforçant de me souvenir. Non, non, il était resté à l'hôpital de campagne. Je l'y ai vu le matin de la bataille, se plaignant encore d'avoir raté l'action. Le pauvre garçon n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais vous ne l'avez pas vu après le début de la bataille, n'est-ce pas, docteur ? Non, Dès le début des combats, j'étais submergé par le nombre de victimes. J'avais à peine le temps de réfléchir, et encore moins de suivre les patients qui n'étaient pas grièvement blessés. Whitmore hocha la tête d'un air sombre. Le lieutenant Pemberton a disparu pendant la bataille, Dr. Watson. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui était inhabituel étant donné que la zone de l'hôpital était restée relativement sécurisée jusqu'à la retraite finale. Plus inhabituel encore, certains documents sensibles ont disparu au même moment. Des documents détaillant nos plans de bataille et les positions de nos alliés autochtones. Holmes écoutait attentivement, les doigts croisés sous le menton. Vous soupçonnez une trahison, capitaine, et vous croyez que le docteur Watson a été témoin d'un événement susceptible d'éclairer le sort de ce jeune officier. Je pense que le docteur Watson a peut-être vu plus de choses qu'il ne le pensait à l'époque, répondit Whitmore, et je pense que cette connaissance le met aujourd'hui en grand danger. La gravité de ces paroles s'abattit sur notre salon comme un voile. Dehors, le brouillard continuait de tourbillonner autour des réverbères, et quelque part au loin, une cloche d'église sonnait 9 heures. Je me surpris à scruter le visage de Whitmore, cherchant un indice sur sa véritable motivation à me retrouver après tant d'années. « Danger ?» répétai-je. « Capitaine, je crains que vous ne surestimiez mes connaissances et leur importance. La bataille a eu lieu il y a 11 ans. Les secrets qu'elle renfermait ont sûrement perdu toute importance depuis longtemps. »« Au contraire, docteur, » dit Whitmore d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. « Les événements récents suggèrent que l'affaire est plus urgente que jamais. Il y a 3 semaines, dans un petit hôtel de Brighton, un homme a été retrouvé mort dans des circonstances que Scotland Yard n'a pas pu expliquer. La victime était le colonel Sir Reginald Blackwood, ancien du 66e régiment d'infanterie, et, comme le jeune Pemberton, présent à Maiwand. » Holmes se redressa sur sa chaise. « Un meurtre ? Il semblerait bien que la méthode employée reste un mystère. Aucune blessure, aucun poison détecté par le coroner, aucun signe de violence. Simplement un homme de 62 ans en bonne santé qui s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. La seule circonstance inhabituelle était une note retrouvée dans sa chambre, écrite d'une écriture qu'aucun membre de sa famille ni aucun de ses proches n'a reconnue. » Whitmore fouilla dans son manteau et en sortit un petit morceau de papier qu'il tendit à Holmes. Mon ami l'examina attentivement avant de me le passer. Le message était bref et glaçant. « Les péchés de Maiwand exigent un paiement. Tu es le 2e, il y en aura d'autres. » En lisant ces mots inquiétants, j'ai ressenti un frisson qui m'a transpercé jusqu'aux os. Les implications étaient claires. Quelqu'un traquait systématiquement les survivants de cette terrible bataille, cherchant à se venger d'un tort réel ou imaginaire. Et si le capitaine Whitmore avait raison dans ses soupçons sur mon implication, je risquais bien d'être le prochain sur cette liste sinistre. « Capitaine, » dis-je d'une voix ferme malgré la peur qui grandissait en moi. « Que croyez-vous exactement que j'ai vu à Maiwand ?» Mais avant que Whitmore ne puisse répondre, le craquement sec d'un verre brisé résonna dans notre salon, suivi immédiatement par le sifflement d'une balle passant à quelques centimètres de ma tête. Chapitre 2. L'observateur dans le brouillard. Nous nous sommes tous les 3 affalés au sol avec l'efficacité éprouvée d'hommes ayant déjà affronté le feu ennemi. Holmes, en fin stratège, a immédiatement éteint le réverbère le plus proche de la fenêtre, plongeant notre salon dans une semi-obscurité. La seule lumière provenait désormais des braises mourantes de la cheminée, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs tels des fantômes. « Tout le monde est sain et sauf, » murmura Holmes, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de notre respiration. « Oui, » répondis-je en m'inspectant par habitude. Une fine ligne de sang sur ma joue indiquait l'endroit où un éclat de verre m'avait éraflé.
Mais sinon, j'étais indemne. Le capitaine Whitmore, constatai-je avec approbation, s'était positionné derrière le solide canapé victorien de Madame Hudson, avec la souplesse d'un vétéran. Le coup de feu provenait de l'immeuble d'en face, murmura-t-il. Du 3e étage, je dirais, vu l'angle d'entrée. Holmes s'était traîné jusqu'à la fenêtre et observait prudemment le cadre. « Le brouillard offre une excellente couverture à notre tireur, » observa-t-il. « Mais il nuit aussi à sa précision, ce dont nous devrions lui être reconnaissants. Watson, votre trousse médicale est-elle à portée de main ? » « Sur la table à côté de ma chaise. Pourquoi ? » « Parce que, mon cher ami, je soupçonne que le timing de notre visite n'était pas une coïncidence. Au moment où le capitaine Whitmore a commencé à vous expliquer ce que vous aviez pu voir à Maiwand, quelqu'un a tenté de vous réduire définitivement au silence. La portée de ces paroles me frappa avec la force d'un choc physique. Quelqu'un surveillait notre appartement, écoutant notre conversation, guettant le moment précis où des vérités dangereuses pourraient être révélées. L'idée que Madame Hudson ait pu être blessée, que Holmes lui-même ait été mis en danger à cause de mon passé, m'emplit d'une rage dont l'intensité me surprit. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Whitmore, son entraînement militaire transparaissant dans l'autorité calme de sa voix. « S'il y a un assassin, il pourrait y en avoir d'autres, et ils auront anticipé l'échec de la première tentative. » Comme pour appuyer son propos, le bruit de pas dans l'escalier nous parvint. La voix de Madame Hudson, s'élevant en signe de protestation indignée, fut suivie du bruit sourd caractéristique de bottes sur le bois, plusieurs paires montant rapidement vers nos chambres. Holmes se déplaça à la vitesse de l'éclair, rassemblant certains objets sur son bureau et les cachant dans son manteau. « L'escalier de service, » dit-il sèchement. « Il faut y arriver avant... » Ces paroles furent interrompues par le fracas de notre porte forcée. 3 hommes en vêtements sombres firent irruption dans la pièce, le visage masqué. Le chef portait un revolver, tandis que ses compagnons étaient armés de ce qui semblait être des matraques, des armes choisies, je le compris, pour un travail silencieux. Mais ils n'avaient pas anticipé les réflexes militaires du capitaine Whitmore. Avant qu'il puisse évaluer correctement la situation, le vieux soldat s'était élancé de derrière le canapé, plaquant le tireur avec la précision d'un rugbyman. Les 2 hommes s'écrasèrent au sol, les membres emmêlés, le revolver ricochant sur le tapis en direction de la cheminée. Pendant ce temps, Holmes avait sorti sa propre arme, un objet étrange que je n'avais jamais vu auparavant. Cela ressemblait à une canne, mais lorsqu'il tourna la poignée, j'entendis le clic caractéristique d'un mécanisme dissimulé qui s'activait. « Messieurs, » dit-il de cette voix d'un calme exaspérant qu'il réservait aux moments les plus dangereux, « je vous suggère de reconsidérer votre comportement actuel. Cet appareil contient un mécanisme à ressort plutôt ingénieux qui libère une solution concentrée de ma propre conception. Les effets, bien que temporaires, sont extrêmement désagréables. » Les 2 intrus restants hésitaient, visiblement pris au dépourvu par une telle résistance organisée. C'était exactement le moment de silence attendu par Holmes. D'un geste vif, il déclencha son dispositif, projetant une fine pulvérisation vers le visage de l'homme le plus proche. Ce dernier se mit aussitôt à tousser et à se griffer les yeux, se soustrayant ainsi au conflit. J'avais réussi à atteindre ma trousse médicale dans la confusion et j'avais retiré le revolver de service que j'y gardais encore, une habitude de l'armée qui m'avait bien servi par le passé. La vue de 3 hommes armés face à 3 intrus désespérés semblait décourager nos assaillants de toute nouvelle agression. Le chef, toujours aux prises avec Whitmore au sol, se libéra soudain et roula vers la fenêtre. Avec une agilité remarquable pour un homme de son âge apparent, il se lança par l'ouverture et disparut dans le brouillard. Ses compagnons, dont l'un était encore à moitié aveuglé par l'attaque chimique de Holmes, le suivirent rapidement, ne laissant derrière eux que l'odeur âcre du produit utilisé par mon ami et les décombres de notre salon autrefois confortable. « Madame Hudson !» m'écriai-je en me précipitant vers l'escalier. « Êtes-vous blessée ?» Sa voix, tremblante mais déterminée, s'éleva de l'étage inférieur.
Je vais très bien, Dr. Watson, mais je ne peux pas en dire autant de mon plus beau parapluie, que j'ai été obligé d'utiliser contre l'un de ces voyous. Quel comportement! Dans une pension de famille respectable. Holmes examinait déjà la vitre brisée, sa loupe à la main malgré la faible luminosité. « Intéressant, » murmura-t-il. La balle s'est logée dans le mur du fond. 1.455 Webley, à mon avis. Un problème militaire, même si cela ne nous apprend pas grand-chose, vu le nombre d'armes de ce type aux mains des civils depuis les différents conflits coloniaux. Le capitaine Whitmore s'époussetait et récupérait son chapeau, tombé pendant la bagarre. C'étaient des professionnels, dit-il d'un ton sombre. La coordination de l'attaque, le choix des armes, le timing, tout suggère un entraînement militaire. Ou une formation policière, ajouta Holmes pensivement. Les techniques étaient similaires, même si la motivation était clairement mortelle plutôt qu'appréhendée. Watson, nous devons partir immédiatement. Ces pièces sont compromises, et nos ennemis savent maintenant que nous sommes au courant de leurs intérêts. Je digérais encore les événements des dernières minutes, essayant de concilier la soirée paisible que j'avais anticipée avec la dure réalité à laquelle nous étions maintenant confrontés. Mais où pouvons-nous aller? S'ils connaissent Baker Street, ils peuvent sûrement nous trouver n'importe où à Londres. Peut-être, répondit Holmes, mais il existe certains établissements dans cette grande ville où même l'assassin le plus déterminé pourrait hésiter à nous poursuivre. Capitaine Whitmore, connaissez-vous le club Diogène? Le visage buriné de Whitmore s'éclaira du premier sourire sincère que je lui avais vu. Le domaine de votre frère? Oui, monsieur Holmes, je crois que cela pourrait admirablement servir nos intérêts. Les membres de cette institution tolèrent peu les perturbations, et le bâtiment lui-même offre certains avantages. Alors que nous nous apprêtions à quitter notre sanctuaire de tant d'années, je me suis demandé comment une simple lettre relatant des événements lointains s'était transformée en un jeu mortel du chat et de la souris dans les rues brumeuses de Londres. La bataille de Maiwand, que je croyais enfouie dans le passé avec tant de mes camarades tombés au combat, avait d'une manière ou d'une autre perduré 11 ans, menaçant non seulement ma vie, mais aussi celle des 2 hommes qui étaient devenus mes plus proches collaborateurs. Holmes s'arrêta sur le seuil, son regard perçant scrutant une dernière fois les ruines de notre salon. « Watson, » dit-il doucement, « je crois que nous sommes sur le point de nous lancer dans l'une de nos affaires les plus difficiles. L'enjeu semble être rien de moins que votre vie, et peut-être celle d'autres survivants de Maiwand. Avant d'aller plus loin, je dois vous demander, êtes-vous prêt à affronter la vérité dont le capitaine Whitmore croit avoir été témoin en Afghanistan? » Je regardais la vitre brisée, les meubles renversés, l'impact de balles dans le mur qui avait manqué ma tête de quelques centimètres. La vie confortable que je m'étais construite à Londres, la pratique médicale, les activités littéraires, la compagnie de l'esprit le plus brillant que j'ai jamais rencontré, tout cela était désormais en jeu à cause de quelque chose que j'avais vu ou fait pendant ces heures chaotiques à Maiwand. « Je suis prêt, Holmes, » dis-je, surpris par la fermeté de ma voix. « Quel qu'en soit le prix, je dois connaître la vérité. » Et ainsi, avec la bénédiction inquiète de Madame Hudson et ses promesses d'envoyer un message dès que ce serait sûr, nous 3 avons descendu l'escalier de service et sommes entrés dans l'étreinte traîtresse du brouillard londonien, où des ennemis inconnus attendaient avec le meurtre dans leur cœur et les secrets d'Afghanistan brûlant comme des charbons ardents dans leur esprit. Le jeu, comme dirait Holmes, était en marche. Chapitre 3. Sanctuaire dans le silence. Le trajet jusqu'au Diogène Club à travers les rues brumeuses de Londres s'avéra l'une des expériences les plus éprouvantes de ma carrière militaire et civile combinée. Holmes avait insisté pour que nous voyagions séparément, en empruntant des itinéraires différents, afin de minimiser le risque d'être capturés tous les 3 si nos ennemis surveillaient les rues. Je sursautais à chaque ombre, à chaque pas résonnant derrière moi dans la brume, à chaque mouvement brusque dans le champ de vision. Le Diogenes Club, le plus insolite des établissements pour gentlemen, fondé par Mycroft, le frère aîné de Holmes, occupait un imposant bâtiment de Pall Mall. Sa réputation de silence absolu,
Il était interdit à ses membres de parler en son sein, sauf dans la salle réservée aux étrangers, en faisait un sanctuaire idéal pour les hommes cherchant à éviter toute attention indésirable. En approchant de l'imposante entrée, je songeais à l'ironie de voir l'une des institutions les plus excentriques de Londres devenir notre salut. Le portier, un homme cadavérique dont les années de silence forcé semblaient avoir gravé un pli de désapprobation permanent autour de la bouche, me reconnut de mes précédentes visites et fit un geste vers la chambre des étrangers sans un mot. Holmes et le capitaine Whitmore étaient déjà là, assis dans des fauteuils en cuir devant un feu crépitant qui projetait des ombres dansantes sur les boiseries sombres. « Excellent, Watson », dit Holmes d'une voix douce, conscient que même dans cet espace réservé aux conversations, l'atmosphère feutrée et respectueuse du club exigeait une voix douce. « J'espère que votre voyage s'est bien passé. Aussi banal qu'une promenade dans Londres puisse l'être quand on soupçonne des assassins de se cacher à chaque porte, » répondis-je en m'installant sur une chaise face à l'unique entrée de la pièce. « Avez-vous appris quelque chose de plus sur nos agresseurs ?» « Le capitaine Whitmore a été très éclairant, » a déclaré Holmes. « Il semble que la mort du colonel Blackwood à Brighton ne soit pas le premier incident de ce genre. Dites-le lui, capitaine. » Whitmore se pencha en avant, les mains burinées jointes. Il y a 3 mois, le major Geoffrey Hartwell a été retrouvé mort dans son bureau à Édimbourg. Comme à Blackwood, il ne présentait aucun signe évident de violence, ni aucune cause apparente de décès. Les autorités locales ont attribué le décès à une insuffisance cardiaque due à son âge avancé et à son penchant pour le whisky. « Mais vous soupçonnez le contraire, » dis-je. « Je sais le contraire, docteur. Hartwell était en aussi bonne forme qu'un homme de 20 ans son cadet, et son médecin l'avait examiné minutieusement quelques semaines seulement avant sa mort. Plus important encore, sa gouvernante lui a rapporté avoir reçu d'étranges lettres quelques jours avant sa mort. Des lettres qui semblaient le perturber profondément, même s'il refusait d'en discuter le contenu. Holmes croisa les doigts sous son menton, un geste que j'avais appris à associer à une intense concentration. Les 2 victimes ont servi à Maiwand. Toutes 2 sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Et toutes 2, je le soupçonne, étaient au courant de la conspiration que notre capitaine Whitmore soupçonne d'avoir eu lieu pendant cette bataille. « Mais qu'est-ce qui pourrait bien avoir une telle importance après 11 ans ?» demandai-je. « La guerre en Afghanistan est terminée depuis longtemps. La situation politique a complètement changé. Quelle pertinence pourrait avoir de vieux secrets militaires aujourd'hui ?» C'est alors que Whitmore a révélé l'information qui a transformé notre compréhension de toute l'affaire. « Docteur Watson, » dit-il, sa voix devenant à peine plus haute qu'un murmure, « connaissez-vous le nom de Karim Shah ?» Ce nom m'a frappé comme un coup de tonnerre. Karim Shah avait été l'un des chefs de guerre afghans les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, un homme dont les changements d'allégeance avaient dû coûter cher aux forces britanniques à plusieurs reprises. Sa connaissance intime de nos mouvements de troupes et de nos plans de bataille avait fait de lui un ennemi redoutable, et des rumeurs persistantes circulaient, selon lesquelles il possédait des sources de renseignements au sein de nos propres rangs. « Shah a disparu après Maiwand, » dis-je lentement. On rapportait qu'il avait été tué pendant la retraite, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Il n'a pas été tué, docteur. Karim Shah a survécu à la guerre et a passé les années qui ont suivi à constituer un réseau d'agents et de sympathisants dans tout l'Empire. Des renseignements récents suggèrent qu'il prépare quelque chose d'important. Une opération susceptible de déstabiliser les intérêts britanniques dans toute la région. Holmes étudiait Whitmore avec cette intensité particulière qu'il réservait aux témoins dont il évaluait la crédibilité. « Vous suggérez que la mort de ces vétérans de Maiwand est liée aux activités actuelles de Shah. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces hommes en particulier? Parce qu'ils étaient au courant de la trahison du lieutenant Pemberton, monsieur Holmes. Ils savaient qu'un officier britannique avait vendu nos plans de bataille à Karim Shah avant la bataille de Maiwand. Et Shah ne peut se permettre de rendre cette information publique maintenant, alors qu'il prépare sa plus grande opération contre la couronne. » Les propos de Whitmore étaient d'une portée stupéfiante. Si un officier britannique avait effectivement trahi ses camarades à Maiwand,
fournissant des renseignements ayant entraîné la mort de centaines de soldats, cela constituerait l'un des actes de trahison les plus odieux de l'histoire militaire. Mais ce qui était plus pertinent dans le contexte actuel, c'était l'idée que ce secret longtemps enfoui était devenu une menace pour les plans actuels du Shah. « Vous croyez que le lieutenant Pemberton était l'agent de Shah ?» dis-je. Mais Pemberton a été blessé avant la bataille. Je l'ai soigné moi-même. Il n'a pas pu participer au combat. Non, docteur, mais il aurait pu observer nos préparatifs, nos positions défensives, le mouvement de nos provisions et de nos munitions, et il aurait pu transmettre ces informations aux agents du Shah avant le début de la bataille. Holmes avait écouté cet échange avec un intérêt croissant, mais il leva la main pour nous faire taire. « Messieurs, dit-il, la voix teintée d'excitation qui indiquait que son esprit s'emballait, si votre théorie de la trahison militaire est fascinante, nous négligeons une préoccupation plus immédiate. Quelqu'un élimine systématiquement les témoins de ces événements. Le docteur Watson, médecin militaire ayant soigné Pemberton, pourrait détenir des informations cruciales sur les activités du jeune homme. La question est, qu'avez-vous vu ou entendu qui vous rende dangereux pour les plans actuels de Shah ? Je me suis creusé la tête, essayant de me remémorer chaque détail de mes interactions avec le lieutenant Pemberton durant ces jours chaotiques précédant la bataille. C'était un jeune officier typique, courageux, avide d'action, frustré par sa blessure et la perspective de manquer le combat. Nous avions discuté plusieurs fois pendant que je changeais ses pansements et que je surveillais sa convalescence. Il a posé des questions, dis-je soudain. Pemberton a posé beaucoup de questions sur nos préparatifs défensifs, nos effectifs, le calendrier des renforts attendus. J'ai pensé qu'il essayait simplement de se tenir informé de la situation tactique. Quel genre de questions précisément ? Insista Whitmore. Il voulait en savoir plus sur les réserves de munitions, l'emplacement de notre artillerie, les itinéraires empruntés par nos convois de ravitaillement. Il s'est même enquis de la loyauté de nos alliés afghans, quelle position ils défendraient, quelle était leur fiabilité sous le feu ennemi. Holmes hocha la tête d'un air sombre. Des informations précieuses pour un ennemi qui prépare une attaque. Et vous, Watson, étiez la source involontaire d'une grande partie de ces renseignements. Cette prise de conscience me frappa comme un coup dur. Dans mon désir de rassurer un jeune officier blessé, de lui remonter le moral en l'impliquant dans des discussions militaires, j'avais potentiellement fourni les informations qui avaient conduit à la défaite catastrophique de Maiwand. La culpabilité était accablante. Combien d'hommes de valeur étaient-ils morts à cause de ma langue bien pendue et de ma compassion déplacée ? « Docteur, dit Whitmore d'une voix douce mais ferme, vous ne pouvez pas vous en vouloir pour ce qui s'est passé. Pemberton était un officier britannique, l'un des nôtres. Aucune personne raisonnable n'aurait soupçonné une trahison. Mais alors même qu'il prononçait ces mots de réconfort, je lisais dans ses yeux que mes informations avaient de bel et bien contribué au désastre. Le poids de cette prise de conscience s'est installé sur moi comme un linceul, et j'ai compris pourquoi quelqu'un pouvait me considérer comme suffisamment dangereux pour me tuer. La question maintenant, dit Holmes, son esprit pragmatique ayant déjà dépassé les récriminations pour se concentrer sur notre survie immédiate, est de savoir ce que nous allons faire de cette information. Si Karim Shah est bel et bien derrière ces meurtres, et s'il prépare une opération d'envergure contre les intérêts britanniques, nous avons le devoir de l'arrêter, en supposant que nous puissions survivre assez longtemps pour accomplir ce devoir, ajoutai-je d'un ton sombre. Comme interpellé par mes paroles, le portier du club apparut dans l'embrasure de la porte, son visage affichant une expression d'inquiétude à peine dissimulée, qui semblait nettement incongrue dans l'atmosphère de calme imperturbable du Diogène. Il s'approcha de Holmes avec un mot plié et se retira sans un mot. Holmes lut rapidement le message, le visage sombre. « Il semble que notre refuge ait été compromis plus vite que je ne l'espérais, » dit-il. « Mycroft m'informe que plusieurs hommes se renseignent sur notre présence ici. Nous devons partir immédiatement. Et nous devons partir du principe que tout endroit de Londres pourrait être surveillé. »« Où pouvons-nous aller » demandai-je.
Il existe un endroit en Angleterre que même les agents de Karim Shah n'osent pas suivre, répondit Holmes, ses yeux gris brillant d'une idée qui, je le soupçonnais déjà, ne me plairait pas. Nous allons nous terrer, messieurs, et je connais exactement le terrier qui nous servira. Alors que nous nous apprêtions à quitter le sanctuaire du club Diogène pour affronter les dangers incertains des rues plongées dans le brouillard, je songeais à la rapidité avec laquelle mon existence confortable s'était transformée en un jeu de survie mortel. Les fantômes de Maiwand étaient revenus hanter non seulement ma mémoire, mais ma vie même, et je ne pouvais que prier pour que la confiance de Holmes en notre capacité à déjouer nos ennemis ne soit pas injustifiée. La nuit était loin d'être terminée, et je soupçonnais que nos plus grandes épreuves nous attendaient encore. Chapitre 4. Le chemin de fer clandestin. L'idée de Holmes de la cachette parfaite s'est révélée à la fois ingénieuse et profondément désagréable. Plutôt que de chercher refuge dans une confortable propriété de campagne ou un hôtel isolé, il nous a conduits à travers une série de rues londoniennes de plus en plus sordides, vers ce que j'ai d'abord pris pour l'un des quartiers les moins recommandables de l'East End. Ce n'est qu'en descendant dans les entrailles du réseau ferroviaire métropolitain nouvellement construit que j'ai commencé à comprendre sa stratégie. Les tunnels souterrains offrent non seulement une dissimulation, mais aussi de multiples voies d'évacuation, expliqua-t-il tandis que nous empruntions un passage de maintenance empestant la fumée de charbon et l'humanité malpropre. Plus important encore, ils offrent un accès à des réseaux d'information qui existent entièrement en dehors des circuits officiels. Le capitaine Whitmore, malgré son allure militaire, semblait aussi mal à l'aise que moi dans ce décor souterrain. « Monsieur Holmes, dit-il en enjambant prudemment une flaque d'eau d'origine douteuse, j'espère que vous avez envisagé la possibilité que les agents de Shah connaissent eux aussi les souterrains de Londres. En effet, capitaine, c'est pourquoi nous ne cherchons pas refuge dans les tunnels eux-mêmes, mais plutôt auprès de leurs habitants les plus savants. Comme par magie, une silhouette émergea de l'ombre, un homme si parfaitement adapté à cet environnement souterrain qu'il semblait presque faire partie intégrante des parois du tunnel. Petit et nerveux, il avait le teint pâle de quelqu'un qui voit rarement la lumière du soleil, et ses vêtements étaient un patchwork de rebuts qui parvenait à être à la fois pratique et presque invisible dans la pénombre. « Monsieur Holmes, dit l'homme, son accent cockney résonnant étrangement dans l'espace confiné. Un peu tard pour une élection constitutionnelle, non ? En effet, Wiggins, j'espère que vous avez reçu mon message. C'est bien ce que j'ai fait, monsieur. Je guette les visages inconnus dans les tunnels. 3 hommes à l'accent étranger ont posé des questions à King's Cross, et il y a eu une activité suspecte près de la gare de Baker Street. Je reconnaissais son nom maintenant. C'était le chef du réseau de gamins des rues de Holmes, devenu adulte, mais qui servait toujours d'yeux et d'oreilles à mon ami dans les recoins les plus sombres de Londres. Le réseau de renseignements qu'il commandait était légendaire, s'étendant jusqu'au moindre bidonville, à chaque taverne et à chaque repère de criminels de la ville. « Excellent travail !» dit Holmes en glissant quelques pièces dans la paume sale de Wiggins. « Nous avons besoin d'un refuge pour la nuit, quelque part où nos ennemis ne pourront pas nous suivre. »« Vous avez raison, monsieur. Suivez-moi. » S'ensuivit un voyage à travers un labyrinthe de tunnels de maintenance, de chantiers abandonnés et de chambres oubliées qui subsistaient sous Londres telle une cité cachée. Wiggins évolua dans ce monde souterrain avec l'assurance d'un homme en terrain connu, nous entraînant toujours plus profondément dans les entrailles de la terre. Finalement, nous arrivâmes à ce qui semblait être une station de pompage désaffectée, dont les machines avaient été retirées depuis longtemps, ne laissant que des chambres vides et le bruit constant de l'eau qui s'écoulait. Wiggins avait transformé l'une de ces chambres en un refuge étonnamment confortable, avec des chambres, un petit poêle et même une collection de livres suggérant des activités intellectuelles au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'un homme de son rang apparent. « Bienvenue au quartier général des services de renseignement des irréguliers de Baker Street, » dit Wiggins avec une fierté évidente. « Il n'y a pas grand-chose à voir, mais il fait sec, chaud,
et personne ne connaît son existence, sauf moi et quelques associés de confiance. Holmes s'installa dans l'un des fauteuils que Wiggins avait récupérés d'une source inconnue, l'air profondément satisfait. « Parfait, Wiggins. Maintenant, que pouvez-vous nous dire sur les déplacements des agents étrangers à Londres ces dernières semaines ? » « Il y en a plein, monsieur Holmes. C'était une véritable invasion. Des hommes à l'accent afghan, certains avec des papiers de commerçants ou de diplomates, mais ils se déplacent comme des soldats et posent des questions comme des espions. Ils s'intéressent particulièrement à toute personne liée aux anciennes guerres afghanes. » Le capitaine Whitmore se pencha en avant. « Ont-ils pris contact avec des citoyens britanniques ? Quelqu'un qui pourrait leur apporter son aide ? » « Voilà qui est intéressant, capitaine. Il y a des rumeurs concernant un gentleman, un Anglais, à ce qu'il paraît, qui fréquente ces étrangers. Bien habillé, il parle comme s'il avait fréquenté les meilleures écoles, mais il y a quelque chose qui cloche chez lui. « Peux-tu le décrire ?» ai-je demandé. « Grand, mince, avec une allure militaire. Rasé de près, le teint gris et les yeux pâles. Il boite légèrement, comme s'il avait reçu une balle ou un coup de lame. Les gars qui l'ont vu disent qu'il a l'air d'un homme qui a combattu à l'étranger. » Cette description me fit froid dans le dos, sans que je puisse immédiatement comprendre pourquoi elle me semblait familière. Holmes, cependant, étudiait le capitaine Whitmore avec un intérêt renouvelé, et je remarquai que notre compagnon militaire avait considérablement pâli pendant la récitation de Wiggins. « Ce gentleman anglais, » demanda prudemment Holmes, « quand a-t-il été observé pour la première fois en train de rencontrer les agents du Shah ? » « Il y a environ 2 mois, monsieur, juste au moment où ce type d'Édimbourg est mort, de façon si mystérieuse. » Les implications devenaient claires, même si j'hésitais à les exprimer. Si des sujets britanniques coopéraient activement avec le réseau de Karim Shah, nos ennemis disposaient alors d'avantages bien supérieurs à ce que nous avions initialement supposé. Plus inquiétant encore était la possibilité que notre propre petit groupe ait été infiltré. Holmes semblait penser la même chose. « Wiggins, » dit-il d'une voix faussement désinvolte que j'avais appris à associer aux moments les plus dangereux, « je veux que vous organisiez une surveillance discrète de notre position actuelle. Si quelqu'un, qui que ce soit, s'approche de ces tunnels en semblant savoir où nous nous trouvons, je veux le savoir immédiatement. » « Vous avez raison, monsieur Holmes, » répondit Wiggins, mais je remarquai que lui aussi jetait des regards spéculatifs au capitaine Whitmore. Alors que notre hôte partait organiser la surveillance demandée, un silence gêné s'installa dans notre refuge souterrain. Le bruit de l'eau qui ruisselait semblait anormalement fort, et les ombres projetées par notre unique lampe à huile dansaient de manière à suggérer la présence d'observateurs cachés derrière chaque arche. « Capitaine Whitmore, » dit finalement Holmes, ses yeux gris fixés sur notre compagnon militaire. « Je crois que le temps est venu d'une honnêteté totale au sein de notre petite bande. Le docteur Watson a partagé ses souvenirs du traitement du lieutenant Pemberton. Je vous ai révélé l'existence de mon réseau de renseignements et vous ai conduit dans l'un de mes refuges les plus sûrs. Peut-être pourriez-vous me rendre l'appareil en m'expliquant précisément comment vous en êtes arrivé à tant connaître les activités actuelles de Karim Shah. » Whitmore resta silencieux un long moment, ses mains burinées jointes. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait le poids d'années de secrets soigneusement gardés. « Vous avez tout à fait raison, monsieur Holmes. Je n'ai pas été très franc sur mon rôle dans ces événements. » Il marqua une pause, semblant peser ses mots. « Mon service au sein du renseignement militaire ne s'est pas terminé avec ma retraite. Ces 5 dernières années, je travaille au sein d'une petite unité hautement confidentielle du ministère de la Guerre, chargée de surveiller les activités d'anciens ennemis qui continuent de menacer les intérêts britanniques. Karim Shah étant le chef d'entre eux, ai-je osé. Exactement, docteur. Le réseau de Shah s'est considérablement développé depuis la fin du conflit afghan. Il dispose d'agents en Inde, en Birmanie, en Égypte, dans tout l'Empire. Mais plus inquiétant encore, il a commencé à recruter des sujets britanniques, des hommes dont la loyauté a été compromise de diverses manières. Holmes se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés sous son menton.
Du chantage, j'imagine. Ou peut-être la promesse de récompenses financières substantielles. Il y a toujours des hommes prêts à trahir leur pays pour un juste prix. Les deux méthodes ont été employées, a confirmé Whitmore. Mais le recrutement le plus réussi de Shah a été parmi d'anciens officiers militaires qui s'estimaient maltraités par le gouvernement qu'ils servaient. Des hommes qui estimaient avoir été privés de reconnaissance ou de compensation pour leurs sacrifices. Les implications étaient effrayantes. Si Shah avait effectivement réussi à créer un réseau d'officiers britanniques traîtres, la menace pour la sécurité de l'Empire était bien plus grande que nous ne l'avions initialement imaginé. Plus directement pertinente pour notre situation était la question de savoir combien de ces traîtres pouvaient être au courant de notre enquête en cours. « Capitaine, » dit Holmes, la voix aiguë et soudaine, « lorsque vous avez écrit au docteur Watson, avez-vous informé vos supérieurs au ministère de la Guerre de vos intentions ?» Le visage de Whitmore devint blême. Oui. J'ai déposé un rapport de routine indiquant que j'étais en contact avec un témoin potentiel. La procédure standard exige. La procédure habituelle, interrompit Holmes, a peut-être signé tous nos arrêts de mort. Si Shah a des agents au sein même du ministère de la Guerre, ils auraient eu connaissance de vos plans avant même que vous ne mettiez les pieds à Baker Street. L'horreur de notre situation devenait évidente. Nous n'étions pas simplement traqués par des assassins étrangers opérant depuis Londres. Nous étions trahis par nos propres compatriotes, des hommes qui avaient accès au plus haut niveau du renseignement militaire et pouvaient anticiper nos moindres faits et gestes. Un bruit provenant du tunnel à l'extérieur de notre refuge nous fit lever tous les trois. C'était un léger grattement, à peine audible par-dessus le ruissellement constant de l'eau, mais c'était sans aucun doute le son de pas prudents approchant de notre cachette. Holmes éteignit notre lampe avec une rapidité et une efficacité remarquables, nous plongeant dans une obscurité totale. « Messieurs, » murmura-t-il, « je crains que notre sanctuaire n'ait été compromis plus rapidement que je ne l'avais prévu. » Les pas se rapprochaient, accompagnés d'un murmure de voix. Je ne distinguais pas les mots, mais la cadence suggérait des accents étrangers, afghans peut-être, ou d'une région voisine. Le capitaine Whitmore avait dégainé son revolver de service, et j'entendais le clic caractéristique du chien qu'on armait. « Combien y a-t-il de sorties dans cette chambre ?» demanda-t-il d'une voix à peine haletante. « 2, » répondit Holmes, son arme à la main. « Le passage par lequel nous sommes entrés et un puits de maintenance menant à la surface. Malheureusement, ces deux itinéraires nous obligent à traverser des zones où nous serions totalement exposés aux tirs ennemis. » Les voix s'amplifiaient, et je distinguais désormais au moins 3 interlocuteurs. Ils semblaient préparer une attaque, mais je ne savais pas s'ils avaient l'intention de nous prendre vivants ou simplement de nous éliminer. « Monsieur Holmes, » murmurai-je, « puis-je suggérer que ce serait le moment idéal pour l'une de vos fameuses improvisations ?» Même dans l'obscurité, je percevais son sourire sinistre. « En effet, Watson. »« Capitaine Whitmore, connaissez-vous la technique militaire dite de l'avancée par le feu et le mouvement ? » « Bien sûr, mais nous ne sommes guère en mesure de lancer un assaut efficace avec seulement 3 hommes et des munitions limitées. »« Ce n'est peut-être pas un assaut conventionnel, » répondit Holmes, « mais j'ai certaines ressources dans ces tunnels que nos ennemis ne peuvent pas anticiper. » Il s'éloigna de nous dans l'obscurité et je l'entendis manipuler un mécanisme que je ne pus identifier. Soudain, le bruit d'une eau qui coulait emplit la pièce, augmentant rapidement en volume et en intensité. « Messieurs, » lança Holmes d'une voix douce, « je suggère que nous nous dirigions immédiatement vers le puits de maintenance. Dans une trentaine de secondes, nos visiteurs vont avoir une surprise des plus désagréables. » Alors que nous avancions à tâtons vers la sortie indiquée par Holmes, le bruit de l'eau qui coulait se transforma en rugissement. Dans l'obscurité, j'entendis des cris d'alarme provenant du tunnel au-delà de notre chambre, suivis des cris caractéristiques d'hommes luttant contre une crue soudaine. « Un système de drainage d'urgence », expliqua Holmes tandis que nous remontions les 3 puits de maintenance vers la surface. Conçu pour dégager les tunnels en cas d'inondation, il semblait pertinent de tester son efficacité contre les intrusions humaines. Nous débouchâmes dans une ruelle londonienne, respirant l'air relativement frais des rues enveloppées de brouillard. Derrière nous,
Les bruits du chaos continuaient de résonner dans les passages souterrains, mais nous n'eûmes pas le temps de savourer notre échappée belle. « Ils ne seront pas découragés longtemps, » dit Whitmore d'un ton sombre, « et maintenant, ils savent que nous sommes au courant de leur surveillance. Nos ennemis seront encore plus désespérés et plus enclins à prendre des risques. » Holmes était déjà en mouvement, nous conduisant à travers un dédale de ruelles, du pas assuré d'un homme connaissant parfaitement la géographie londonienne. « En effet, capitaine, c'est pourquoi nous devons accélérer notre enquête. Dr. Watson, je crois qu'il est temps pour vous de vous remémorer chaque détail de vos conversations avec le lieutenant Pemberton. Quelque part dans ces souvenirs se trouve la clé pour comprendre non seulement ce qui s'est passé à Maiwand, mais aussi ce que Karim Shah prépare maintenant. Tandis que nous avancions à toute vitesse dans les rues enveloppées de brouillard, je redoutais le moment où je serais obligé d'affronter toute la vérité sur mon rôle dans la catastrophe de Maiwand. Mais je savais aussi que Holmes avait raison. Seule la compréhension du passé nous permettrait d'espérer survivre au présent. Le jeu était en effet devenu mortellement sérieux, et je ne pouvais que prier pour que nous soyons des adversaires dignes des ennemis qui cherchaient notre destruction. Chapitre 5. Souvenir de Maiwand. Nous nous sommes réfugiés dans une modeste pension de famille de Whitechapel, un établissement si banal que Holmes le déclarait, invisible en raison de sa banalité même. La propriétaire, une certaine Madame Pembroke, ne posait aucune question, si ce n'est le paiement du loyer à l'avance, et semblait totalement indifférente à nos allées et venues, qualité que Holmes appréciait grandement dans notre situation actuelle. Notre chambre était meublée spartiatement mais propre, avec une unique fenêtre offrant une vue imprenable sur la rue étroite en contrebas. Holmes se plaça immédiatement de manière à pouvoir observer les approches du bâtiment, tandis que le capitaine Whitmore s'occupait de nettoyer son revolver. Une tâche qui semblait lui procurer un confort considérable malgré notre situation précaire. « Alors, Watson » dit Holmes en s'installant confortablement dans l'unique fauteuil de la pièce, « fermez les yeux et replongez-vous dans l'époque qui a précédé la bataille de Maiwand. Oubliez tout ce que vous avez appris depuis. Oubliez l'issue de la bataille, oubliez vos soupçons sur la loyauté de Pemberton. Souvenez-vous simplement de ce que vous avez observé et ressenti à l'époque. » Je fermai les yeux avec obéissance, même si la perspective de revivre ces souvenirs me terrifiait. Le soleil brûlant d'Afghanistan semblait me frapper à nouveau, et je sentais l'odeur de poussière et de cordite qui nous avait constamment accompagnés durant ces derniers jours précédant la catastrophe. Pemberton est arrivé à l'hôpital de campagne le 25 juillet, commençai-je lentement. 2 jours avant la bataille principale. Il avait reçu une balle Martini-Henry dans l'épaule gauche lors d'une patrouille de reconnaissance. La blessure était nette. Aucune lésion osseuse, aucun vaisseau important n'était endommagé. En temps normal, il aurait repris du service dans la semaine. Mais ce n'était pas des circonstances normales, insista doucement Holmes. Non, absolument pas. Le général Burroughs avait reçu des renseignements selon lesquels une importante force afghane se massait près du village de Maiwand. Nous nous attendions à un engagement important, et chaque officier était indispensable. Pemberton était exaspéré d'être confiné à l'hôpital pendant que ses hommes se préparaient au combat. J'ouvris les yeux et regardai droit vers le capitaine Whitmore. « Vous devez comprendre, capitaine, que Pemberton semblait sincèrement affligé à l'idée de manquer le combat. S'il était vraiment un traître, c'était un acteur remarquablement doué. Les meilleurs agents le sont souvent, docteur. » répondit Whitmore d'un ton sombre. « Continuez, s'il vous plaît. Que vous a-t-il demandé pendant son traitement ?» Je fermai de nouveau les yeux, m'efforçant de me remémorer des conversations auxquelles j'avais à peine prêté attention à l'époque. Il voulait tout savoir sur nos préparatifs défensifs. Où serait positionnée l'artillerie? Combien de munitions nous avions? Si nos lignes de ravitaillement étaient sécurisées? Je pensais qu'il essayait simplement de comprendre la situation tactique. « Quoi d'autre » demanda Holmes. « Il s'est enquis des irréguliers afghans qui combattaient à nos côtés. À quelle tribu pouvait-on faire confiance où ils seraient positionnés s'ils disposaient d'armes et de munitions adéquates? Il s'intéressait particulièrement à nos renseignements sur les forces ennemies. Combien d'hommes Ayoub Khan amenait contre nous? Quelle route il pourrait emprunter pour atteindre nos positions? Les souvenirs devenaient plus clairs,
et je commençais à me rappeler des détails qui me semblaient insignifiants à l'époque, mais qui prenaient maintenant des implications sinistres. « Il avait un carnet, » dis-je soudain. Pemberton tenait un petit carnet en cuir et il y écrivait constamment pendant nos conversations. Il prétendait consigner ses observations pour un rapport qu'il prévoyait de rédiger sur la campagne. Holmes se pencha en avant, ses yeux gris brillants d'intérêt. « Avez-vous déjà vu ce qu'il écrivait ?» Un jour, alors que je le changeais, la page était couverte de ce qui ressemblait à une carte approximative de nos positions défensives, avec des notes sur le placement des unités et l'emplacement des dépôts de ravitaillement. Voyant que je le regardais, il referma rapidement le livre et plaisanta en disant qu'il ne voulait pas m'ennuyer avec des croquis militaires d'amateurs. Le capitaine Whitmore avait cessé de nettoyer son arme et me fixait d'un air de plus en plus inquiet. « Docteur, vous souvenez-vous d'autres détails concernant ce carnet? Sa taille, sa reliure, des marques distinctives ?» Il était petit, environ 10 cm sur 15, relié en cuir marron qui paraissait usé. Il y avait quelque chose de gravé sur la couverture, mais je n'ai jamais pu le distinguer. Pemberton le gardait dans sa poche de poitrine gauche, près de son cœur comme une lettre d'amour. Et qu'est-il arrivé à ce carnet après la disparition de Pemberton? J'ai réfléchi attentivement, essayant de reconstituer le déroulement des événements durant ces heures chaotiques où l'attaque afghane a commencé. Je ne l'ai plus jamais revu. Après le début des combats, j'étais accablé par les pertes. Quand j'ai enfin eu le temps de vérifier l'état de Pemberton, il avait disparu. J'ai supposé qu'il avait rejoint son unité malgré sa blessure. Holmes écoutait ce récit avec une excitation croissante, mais son expression s'assombrit. « Watson, je veux que vous réfléchissiez bien à votre prochaine réponse. Pendant la bataille, avez-vous observé une activité inhabituelle dans la zone où nos alliés afghans étaient y positionnés? La question m'a frappé comme un coup de poing, ravivant des souvenirs que j'avais passé 11 ans à essayer d'oublier. « Oui, » ai-je murmuré. « Oui, j'ai vu quelque chose qui n'avait aucun sens sur le moment. » Je me suis levé et j'ai commencé à arpenter la petite pièce, porté par la nervosité qui accompagnait toujours mes souvenirs de cette terrible journée. C'était peut-être 2 heures après le début des combats. Les Afghans nous pressaient de toute leur force, et il devenait évident que nous étions en infériorité numérique. Je soignais des blessés près de la limite de notre périmètre lorsque j'ai vu plusieurs de nos alliés afghans s'éloigner de leur position. « On se dirige vers l'ennemi ?» demanda sèchement Whitmore. « Non, c'est justement ce qui était étrange. » Il se déplaçait parallèlement au combat, vers un promontoire rocheux à environ 800 mètres du champ de bataille. Au début, j'ai cru qu'ils tentaient une manœuvre de contournement, mais leur mouvement semblait trop organisé, trop délibéré. Holmes avait sorti son carnet et griffonnait rapidement. « Combien d'hommes ? » « Peut-être 20 ou 30. » Ils se déplaçaient en petits groupes, essayant de rester cachés des 2 côtés. Et je marquai une pause, hanté par un souvenir enfoui depuis plus d'1 décennie, et j'ai vu une silhouette les observer depuis les rochers. Un homme en uniforme britannique, mais trop loin pour que je puisse l'identifier. Les implications de ce que je décrivais devenaient claires pour nous tous. Si des irréguliers afghans avaient été désertés leur position au plus fort de la bataille, et si un officier britannique avait coordonné leurs mouvements, cela suggérait un niveau de trahison allant bien au-delà de la simple collecte de renseignements. La bataille était perdue à partir de ce moment-là, continuai-je, la voix creuse, lourde d'une terrible compréhension. Notre flanc gauche s'est effondré lorsque les Afghans ont abandonné leur position. L'ennemi s'est engouffré dans la brèche comme l'eau s'infiltre dans un barrage rompu, et nous avons été contraints à une retraite générale qui s'est transformée en déroute. Le capitaine Whitmore m'observait avec une expression mêlant sympathie et intérêt professionnel. « Docteur, vous avez été témoin du sabotage délibéré de la bataille de Maiwand par des traîtres britanniques et afghans agissant de concert. Ce fait vous rend extrêmement dangereux pour quiconque cherche à dissimuler la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. » Holmes ferma son carnet d'un claquement de doigts décisif. « Plus encore, messieurs. Le docteur Watson nous a fourni la clé pour comprendre les opérations actuelles de Karim Shah.
Si Shah a réussi à corrompre des officiers britanniques et à retourner nos alliés contre nous il y a 11 ans, que pourrait-il accomplir avec des méthodes similaires aujourd'hui? Cette idée était terrifiante. L'Empire britannique dépendait de la loyauté des forces locales dans tous ses territoires. Si Shah avait perfectionné des techniques pour transformer ses alliés en ennemis, les conséquences auraient pu être catastrophiques, d'une ampleur qui éclipserait même le désastre de Maiwand. Un léger coup frappé à notre porte interrompit ces sombres réflexions. Holmes se dirigea rapidement vers la fenêtre, scrutant la rue en contrebas. « Madame Pembroke, » dit-il doucement, bien qu'elle semble être accompagnée de plusieurs messieurs dont la présence ne faisait pas partie de notre arrangement initial. Le froid familier du danger immédiat s'installa dans notre petite pièce. Une fois de plus, nos ennemis nous avaient trouvés avec une facilité déconcertante, suggérant que nos mouvements étaient anticipés par quelqu'un connaissant parfaitement les méthodes et les ressources de Holmes. « La fenêtre ?» suggérai-je en vérifiant le barillet de mon revolver. « 3 étages au-dessus d'une ruelle étroite, » répondit Holmes. « C'est possible, mais déconseillé étant donné la blessure du capitaine Whitmore et la probabilité que le bâtiment soit encerclé. » On frappa à nouveau, plus insistant cette fois, suivi de la voix de Madame Pembroke qui s'éleva à la porte. « Messieurs, il y a ici des personnes qui souhaitent vous parler. Elles semblent très pressées. » Holmes sourit d'un air sombre. « C'est vrai, Madame Pembroke. Dites-leur que nous descendons tout de suite. » Il se tourna vers nous, ses yeux gris brillants de cette lueur dangereuse qui indiquait qu'il élaborait l'un de ses plans les plus audacieux. « Messieurs, je crois que le moment est venu de passer à l'offensive. Nous réagissons aux manœuvres de nos ennemis depuis trop longtemps. Il est temps qu'ils apprennent à nous craindre. » Alors que nous nous préparions à affronter le piège qui nous attendait en bas, je réfléchissais à la façon dont mon existence confortable avait été transformée par la résurrection de vieux secrets. La bataille de Maiwand, que je croyais de l'histoire ancienne, avait duré 11 ans et m'avait replongé dans un monde de violence et de trahison. Mais maintenant, au moins, je comprenais pourquoi j'étais traqué. La question était de savoir si cette connaissance serait notre salut ou notre perte. Chapitre 6. Le chasseur devient la proie. Le plan de Holmes, tel qu'il se déroulait dans les instants tendus précédant notre descente à la rencontre de nos visiteurs indésirables, possédait cette simplicité audacieuse qui caractérisait ses stratégies les plus brillantes. Plutôt que de tenter de fuir ou de nous cacher, nous affronterions directement nos ennemis, mais selon nos propres conditions. « Watson, » dit-il en me mettant une petite fiole dans la main, « ceci contient une solution concentrée d'extrait de belladone, mélangée à d'autres composés de ma propre création. Une seule goutte appliquée sur une coupure ou une écorchure provoquera en quelques minutes des symptômes similaires à ceux d'une intoxication alimentaire grave. Les effets sont temporaires, mais parfaitement convaincants. »« Tu veux que je m'empoisonne ?» demandai-je, même si je commençais déjà à comprendre la logique de sa proposition. « Je veux que vous ayez l'air mourant, mon cher. Le capitaine Whitmore jouera le rôle de votre collègue militaire inquiet, exigeant que vous soyez immédiatement transporté à l'hôpital. En attendant, je prendrai l'identité d'un médecin civil effrayé, prêt à coopérer avec toute demande raisonnable émanant d'hommes manifestement dangereux. » Le capitaine Whitmore consultait sa montre de poche avec la précision posée d'un homme se préparant au combat. Et tandis qu'ils sont distraits par l'apparente crise médicale de Watson, nous observons leur méthode, leur nombre et surtout leur chef. Exactement. La connaissance est notre meilleure arme dans cette affaire et nous sommes gravement désavantagés. Il est temps de rétablir l'équilibre. Le bruit de pas lourds dans l'escalier indiquait que nos visiteurs en avaient assez d'attendre que l'invitation de Madame Pembroke soit acceptée. J'appliquai rapidement une petite quantité de la concoction de Holmes sur une légère coupure au doigt, puis m'installai dans le lit simple de la chambre, adoptant ce que j'espérais être une pose convaincante de malaise soudain. La porte s'ouvrit brusquement, révélant 3 hommes dont l'allure les identifiait immédiatement à des soldats de carrière, malgré leurs vêtements civils. Le chef était un homme grand et mince, au teint hâlé et au regard vif d'un vétéran de la campagne.
Ses compagnons l'encadraient avec l'efficacité éprouvée d'hommes habitués à travailler ensemble dans des situations dangereuses. « Messieurs, dit le chef dans un anglais précis mais accentué, je suis le colonel Ahmed Nazir, et je représente certains intérêts qui ont été perturbés par vos récentes activités. Je pense qu'il serait dans l'intérêt de tous que nous puissions avoir une discussion franche sur votre connaissance des événements de Maiwand. » Holmes prit aussitôt l'attitude d'un civil nerveux, se tordant les mains et jetant des regards inquiets à mon corps allongé. « Colonel, je crains que mon ami ne soit tombé subitement malade. Le docteur Watson semble souffrir d'une intoxication aiguë. Peut-être pourrions-nous reporter cette discussion jusqu'à ce qu'il ait reçu des soins médicaux appropriés ?» Les yeux du colonel Nazir se plissèrent tandis qu'il observait mon état qui semblait se détériorer. Je commençais à ressentir les effets réels de la préparation de Holmes, nausées, sueur et une sensation de faiblesse qui n'exigeait aucune mise en scène. « C'est très pratique, » dit Nazir sèchement. « Le docteur Watson tombe malade au moment même où nous arrivons pour l'interroger sur ses souvenirs d'Afghanistan. » Le capitaine Whitmore s'avança, son allure militaire évidente malgré ses tentatives d'apparence de civil inquiet. « Colonel, vous voyez bien que cet homme est vraiment malade. » Vos questions peuvent attendre qu'il soit rétabli. « Je ne pense pas, » répondit Nazir en faisant signe à ses compagnons. « Mes ordres sont très précis concernant la survie du docteur Watson. Cependant, s'il est bel et bien en train de mourir naturellement, cela nous épargnerait bien des ennuis. » La cruauté désinvolte de ces paroles me glaça, mais je me forçai à poursuivre la tromperie, laissant ma respiration devenir laborieuse et irrégulière. Holmes, quant à lui, jouait magistralement le rôle d'un médecin civil terrifié. « S'il vous plaît, » implora-t-il, « je n'ai aucune connaissance en matière militaire. Je suis simplement un détective consultant qui s'intéresse aux analyses chimiques. Il n'y a certainement aucune raison de recourir à la violence. » Le colonel Nazir observa Holmes avec le regard pénétrant d'un homme habitué à évaluer les menaces potentielles. « Un détective consultant ? Intéressant. Vous seriez alors le célèbre monsieur Sherlock Holmes. Mon employeur a mentionné votre nom avec un profond respect. » « Votre employeur ? » ?»« Un gentleman qui s'intéresse beaucoup à votre carrière, monsieur Holmes. Il estime que vous possédez certaines qualités qui pourraient lui être utiles dans ses projets actuels. » Le regard de Holmes s'éclaira malgré sa peur apparente. « Je suis flatté par son attention, mais je crains que mes compétences ne soient purement académiques. Je n'ai aucune expérience des questions militaires ou politiques. »« Peut-être pas, » concéda Nazir. « Mais vous avez fait preuve d'un talent remarquable dans des domaines que mon employeur apprécie particulièrement. La collecte systématique de renseignements, l'analyse de situations complexes, la gestion d'agents et d'informateurs. De telles compétences pourraient être mises à profit pour une cause plus vaste que les affaires de petite délinquance qui vous occupent actuellement. » Les implications étaient stupéfiantes. Karim Shah ne cherchait pas simplement à éliminer les témoins de ses crimes passés. Il recrutait activement des sujets britanniques dotés de compétences utiles pour servir son organisation. Holmes, fort de ses compétences d'enquêteur inégalées et de son vaste réseau de contacts, serait un atout précieux pour toute opération de renseignement. « J'avoue que la perspective est intrigante, » balbutia Holmes, conservant son air d'universitaire nerveux. « Mais une telle discussion ne devrait-elle pas avoir lieu dans des circonstances plus civilisées ?» Le colonel Nazir sourit, bien que son expression fût dépourvue de chaleur. « La civilisation est un luxe que mon employeur ne peut pas se permettre actuellement, monsieur Holmes. Les événements récents l'ont contraint à accélérer certains projets et il exige des réponses immédiates à des questions pressantes. » « Quel genre de questions ? » ?»« Des questions sur la connaissance qu'a le docteur Watson des activités du lieutenant Pemberton à Maiwand. Des questions sur l'étendue actuelle des renseignements britanniques concernant le réseau de mon employeur, et des questions sur votre propre volonté de servir une cause qui offre bien plus de récompenses que votre existence actuelle. » Holmes sembla réfléchir à cette proposition, sa nervosité cédant peu à peu la place à ce qui semblait être une véritable curiosité intellectuelle. « La cause de votre employeur. Puis-je m'enquérir de sa nature ? » « La libération de l'Afghanistan de l'occupation britannique, monsieur Holmes.
le rétablissement d'une véritable indépendance pour un peuple fier qui a trop longtemps souffert de la domination étrangère. Un objectif noble, a convenu Holmes, même si j'avoue que je ne suis pas certain de la manière dont mes modestes compétences pourraient contribuer à une telle entreprise. C'est à ce moment-là que ma détresse face à la préparation chimique de Holmes atteignit son paroxysme, et je me retrouvais à avoir de réelles difficultés à respirer. Les symptômes devenaient plus graves que Holmes et moi ne l'avions anticipé, et je commençais à craindre que sa préparation expérimentale ne se révèle plus dangereuse que prévu. Le capitaine Whitmore, constatant avec une réelle inquiétude la détérioration de mon état, abandonna son rôle et s'agenouilla près du lit. « Holmes, dit-il d'un ton pressant, je crois que Watson a besoin de soins médicaux immédiats. Quel que soit le traitement que vous lui avez administré, les effets deviennent dangereusement prononcés. » Le masque de civil nerveux de Holmes tomba instantanément, remplacé par le professionnalisme froid que je connaissais si bien. « Colonel Nazir, dit-il d'une voix calme et autoritaire, je suggère de reporter cette discussion jusqu'à ce que l'état de mon collègue se stabilise. Quelles que soient les informations que vous recherchez, elles seront de peu d'utilité si le docteur Watson décède avant de pouvoir vous les fournir. » Nazir observait cet échange avec une suspicion croissante, et je le voyais réévaluer la situation. Le délicat équilibre de tromperie qu'avait construit Holmes commençait à s'effondrer sous la pression d'une véritable urgence médicale. « C'est très curieux, » dit lentement Nazir. « Le docteur Watson tombe mystérieusement malade. Le capitaine Whitmore révèle une formation militaire qu'il a tenté de dissimuler, et le célèbre Sherlock Holmes abandonne ses prétentions à terroriser les civils. Je commence à soupçonner que nous sommes tombés dans un piège. » Avant que nous puissions réagir, le bruit d'un verre brisé provenant de la fenêtre derrière lui fit pivoter Nazir. À travers la vitre brisée, un petit objet s'engouffra dans la pièce, laissant derrière lui une traînée de fumée et une odeur âcre qui me fit immédiatement monter les larmes aux yeux. « Gaz !» cria Holmes en se couvrant le visage de son mouchoir. « Tout le monde à terre !» La pièce se remplit rapidement d'une fumée dense et étouffante, rendant la respiration impossible et réduisant la visibilité à quelques centimètres. À travers le chaos, j'entendis le colonel Nazir crier des ordres à ses hommes dans une tonalité qui ressemblait à du pachto, suivi du fracas des meubles renversés et du bruit des corps se débattant. Les effets de la préparation précédente de Holmes, combinés à la substance nocive qui emplissait alors l'air, me laissèrent véritablement paralysé. J'avais vaguement conscience d'être soulevé et porté, mais je ne pouvais déterminer si c'était par un ami ou un ennemi. Le monde se dissolvait dans un brouillard de fumée, de douleur et de confusion qui sembla durer une éternité. Quand je repris enfin conscience, je me retrouvai allongé sur un étroit lit de camp dans ce qui semblait être une cabine de navire. Le léger balancement et le bruit de l'eau contre la coque confirmèrent mes soupçons. Nous étions à bord d'un navire, sans que je puisse déterminer si nous étions sur la Tamise ou en mer. Holmes était assis à côté de mon lit, son visage affichant une inquiétude qu'il laissait rarement voir. « Ah, Watson, » dit-il avec un soulagement évident, « je commençais à craindre que mon expérience chimique ne se soit révélée trop efficace. »« Où sommes-nous » parvins-je à croasser, la gorge encore irritée par la fumée. « À bord d'un yacht privé appartenant à l'un des associés les plus discrets de Mycroft, » répondit Holmes. « Nous sommes actuellement ancrés dans l'estuaire de la Tamise, loin de toute juridiction susceptible de compliquer notre situation. » « Et le colonel Nazir ?» ?»« Il s'est échappé, je le crains, avec l'un de ses compagnons. Le troisième homme n'a pas eu cette chance. Il a succombé aux effets du gaz utilisé par notre mystérieux sauveteur. La recherche de ses effets personnels nous a beaucoup appris, même si cette information n'apporte que peu de réconfort. » J'ai eu du mal à m'asseoir, la tête encore embrouillée par les conséquences de la préparation de Holmes. Notre sauveur ? Il s'avère que le capitaine Whitmore avait organisé une surveillance renforcée de notre position. Lorsqu'il est devenu évident que nous étions en danger immédiat, ses associés ont pris des mesures décisives. Les grenades lacrymogènes étaient conçues pour neutraliser plutôt que tuer,
même si je crains que le troisième assassin ne souffre d'une affection sous-jacente, le rendant vulnérable à une détresse respiratoire. Alors que ma vision s'éclaircissait, je réalisais que nous n'étions pas seuls dans la cabine. Le capitaine Whitmore se tenait près du hublot, son attention focalisée sur le trafic fluvial visible à travers la vitre. Mais plus surprenante encore était la présence d'un quatrième individu, une femme d'une quarantaine d'années, vêtue de vêtements de voyage pratiques et affichant le calme et la vigilance d'une personne habituée aux situations dangereuses. « Docteur Watson », dit Holmes remarquant mon expression surprise, « permettez-moi de vous présenter mademoiselle Victoria Pemberton, ancienne membre du service de renseignement de Sa Majesté, et sœur du malheureux lieutenant James Pemberton, dont les activités à Maiwand nous ont causé tant de difficultés. » La révélation me frappa comme un coup de tonnerre. La femme s'avança, tendant la main avec une attitude ferme et professionnelle qui témoignait d'une expérience considérable dans les sphères d'activité masculine. « Docteur Watson », dit-elle d'une voix légèrement accentuée du nord qui suggérait des origines du Yorkshire, « je cherche depuis un certain temps à m'entretenir avec vous. Je crois que vous êtes peut-être la seule personne encore en vie capable de m'aider à comprendre ce qui est réellement arrivé à mon frère à Maiwand et ce que ces actes ont coûté à notre pays depuis. » En lui serrant la main, je réalisais que notre enquête prenait une tournure inattendue. Le complot entourant la bataille de Maiwand s'avérait bien plus complexe que nous l'avions imaginé, et je soupçonnais que les révélations de mademoiselle Pemberton remettraient en question tout ce que nous pensions savoir sur l'affaire. Le jeu, comme dirait Holmes, devenait de plus en plus complexe. Chapitre 7. La vérité de Maiwand. La cabine du yacht, bien que modeste, dégageait une atmosphère de sécurité qui nous avait fait défaut ces derniers jours. Tandis que je me remettais peu à peu des effets de la préparation chimique de Holmes et de l'attaque au gaz qui avait suivi, mademoiselle Victoria Pemberton s'installa dans le fauteuil en face de mon lit, son regard intelligent m'observant avec une intensité qui me rappela douloureusement son défunt frère. « Docteur Watson », commença-t-elle d'une voix ferme malgré l'émotion évidente sous son air calme, « je dois commencer par m'excuser pour la tromperie que mes collègues et moi avons été contraints d'employer. Le capitaine Whitmore vous a contacté avec sincérité, mais nous n'avons pas été totalement transparents quant à l'étendue de nos connaissances concernant les événements de Maiwand. » Holmes, qui examinait les effets personnels de notre agresseur décédé, leva les yeux avec un vif intérêt. « Mademoiselle Pemberton, dois-je comprendre que les services de renseignement de Sa Majesté ont enquêté sur ces affaires de manière indépendante ? » « Depuis 3 ans, monsieur Holmes, depuis que nous avons appris que Karim Shah avait survécu à la guerre et qu'il construisait un réseau d'agents dans tout l'Empire. » Elle marqua une pause, les mains jointes sur ses genoux. Ce que nous ignorions jusqu'à récemment, c'était à quel point les sujets britanniques avaient été compromis par ces opérations. Le capitaine Whitmore s'éloigna du hublot, le visage buriné, marqué par le poids de ces révélations désagréables. « Mademoiselle Pemberton, je crois que le temps est venu d'une honnêteté totale. Le docteur Watson a risqué sa vie pour nous aider à comprendre ces événements. Il mérite de connaître toute la vérité sur ce que ces informations ont apporté à Maiwand. » Elle hocha lentement la tête, puis fixa mon regard. « Docteur Watson, mon frère James était bel et bien un traître à la couronne, mais il n'agissait pas seul, et il n'était pas non plus l'artisan de la conspiration qui a mené au désastre de Maiwand. » La cabine se tut, à l'exception du doux clapotis de la Tamise contre la coque du yacht. Je retins mon souffle, redoutant et désespéré d'entendre ce qu'elle allait révéler ensuite. James fut recruté par un officier britannique de haut rang, un homme qui s'était senti amer de la façon dont il avait été traité par le ministère de la Guerre et qui voyait dans sa collaboration avec Karim Shah à la fois une vengeance contre ses supérieurs et une occasion de réaliser un profit substantiel. Cet officier, le colonel Sir Reginald Blackwood, utilisa sa position pour identifier les officiers subalternes vulnérables susceptibles d'être utilisés pour servir les intérêts de Shah. Ce nom m'a frappé comme un coup de poing. Blackwood, mais c'était une des victimes. Vous avez dit qu'il avait été retrouvé mort à Brighton. Il l'était,
confirma mademoiselle Pemberton. Mais sa mort n'était pas l'œuvre des agents de Karim Shah. Le colonel Blackwood a été éliminé par son propre gouvernement lorsque nous avons enfin rassemblé suffisamment de preuves de sa trahison. Holmes était resté figé, ses yeux gris fixés sur notre visiteuse avec cette intensité particulière qui indiquait que son esprit réfléchissait aux implications de ces révélations. « Mademoiselle Pemberton, êtes-vous en train de nous dire que les services de renseignement de Sa Majesté mènent un programme d'assassinat contre des sujets britanniques ? Je vous dis, monsieur Holmes, que certains individus qui ont trahi leur pays et causé la mort de centaines de soldats britanniques ont subi les conséquences de leurs actes. La mort du colonel Blackwood a été perpétrée par des agents de la couronne, tout comme l'élimination du major Hartwell à Édimbourg. La complexité morale de ce qu'elle décrivait était stupéfiante. Le gouvernement que nous servions assassinait systématiquement des citoyens britanniques, pourtant coupables d'actes de haute trahison. Pourtant, les méthodes employées n'étaient non pas différentes de celles des assassins étrangers qui nous traquaient. « Et le lieutenant Pemberton ?» demandai-je doucement. « Qu'est-il arrivé à votre frère à Maiwand ?» Le sang-froid de mademoiselle Pemberton finit par s'effriter, et je vis des larmes lui monter aux yeux avant qu'elle ne reprenne ses esprits. James a réalisé, trop tard, l'ampleur de son acte. Lorsque la bataille a commencé, et qu'il a vu des soldats britanniques mourir à cause des renseignements qu'il avait fournis, il a tenté de se racheter en avertissant nos commandants de la trahison planifiée par nos alliés afghans. Elle marqua une pause, inspirant avec difficulté avant de poursuivre. Il a quitté l'hôpital de campagne contre vos ordres, Dr. Watson, et s'est dirigé vers le front. Selon des témoins, il a été abattu alors qu'il tentait d'atteindre les positions des irréguliers afghans, que ce soit par des tirs ennemis ou par les agents de Blackwood qui l'empêchaient de révéler le complot. Nous ne le saurons jamais. La tragédie m'a profondément frappé. Un jeune homme, corrompu par l'influence de son supérieur et la promesse d'un argent facile, était mort en tentant de réparer les dégâts qu'il avait contribué à causer. Son carnet, qui, je le comprenais maintenant, devait contenir des preuves de la conspiration, avait vraisemblablement disparu avec lui dans la poussière de ce terrible champ de bataille. Mais si Blackwood et les autres conspirateurs sont morts, demandai-je, pourquoi Karim Shah poursuit-il encore les survivants? Quelle menace représentons-nous pour lui maintenant? Ce fut le capitaine Whitmore qui répondit, parce que l'opération actuelle de Shah repose sur sa capacité à convaincre ses partisans que la trahison britannique à Maiwand s'inscrivait dans un vaste schéma de corruption au sein de notre appareil militaire. Il utilise ce complot comme propagande pour recruter de nouveaux agents et justifier son projet de soulèvement contre le régime britannique. Holmes hocha lentement la tête, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Et le témoignage du docteur Watson sur ce qu'il a observé pourrait révéler la véritable ampleur du complot, prouvant qu'il s'agissait de l'œuvre de quelques individus corrompus plutôt que de la preuve d'une duplicité systémique britannique. « Exactement, » confirma mademoiselle Pemberton. « Vos souvenirs, docteur Watson, sont la clé pour comprendre précisément comment la trahison a été perpétrée et qui en était responsable. Ces informations pourraient saper toute la campagne de propagande du Shah et potentiellement empêcher un soulèvement majeur qui pourrait coûter des milliers de vies. Le poids de la responsabilité pesait sur moi comme un fardeau physique. Mes conversations informelles avec un jeune officier blessé, 11 ans auparavant, avaient contribué à un désastre militaire. Aujourd'hui, mes souvenirs de ces mêmes événements pourraient s'avérer cruciaux pour éviter une catastrophe encore plus grande. « Que prévoit Shah ?» demandai-je. « Un soulèvement coordonné à travers la frontière du Nord-Ouest, » répondit le capitaine Whitmore d'un ton sombre. « Plusieurs tribus agissant de concert, soutenues par son réseau d'agents en territoire britannique. En cas de succès, cela pourrait nous chasser complètement d'Afghanistan et inspirer des rébellions similaires dans tout l'Empire. » Holmes se leva de sa chaise et commença à arpenter l'étroite cabine, les mains jointes derrière le dos, dans la posture que j'avais appris à associer à sa concentration la plus intense. « La question maintenant, dit-il, est de savoir comment utiliser cette connaissance pour empêcher les plans de Shah de réussir. Il y a un moyen, dit doucement mademoiselle Pemberton.
Shah a convoqué ses principaux agents et alliés tribaux pour une réunion la semaine prochaine. Ils se réuniront dans une forteresse abandonnée près de la frontière afghane pour finaliser leur plan. Si nous parvenions à perturber cette réunion, à capturer ou à éliminer les principaux conspirateurs, tout le réseau pourrait s'effondrer. Nous ? Demanda Holmes, le sourcil levé d'un air sardonique qui indiquait qu'il avait déjà deviné la réponse. Le gouvernement de Sa Majesté vous serait très reconnaissant de votre aide, Monsieur Holmes. Vos compétences et la connaissance du docteur Watson sur le complot initial pourraient s'avérer précieuses dans une telle opération. J'ai regardé mes compagnons dans la cabine. Holmes, avec son esprit brillant et son dévouement absolu à la justice, le capitaine Whitmore, fort de son expérience militaire et de son réseau de contacts, Mademoiselle Pemberton, avec sa connaissance intime des services de renseignement et son intérêt personnel pour l'issue du procès. Malgré les dangers auxquels nous avions été confrontés et ceux qui nous attendaient sans aucun doute, j'éprouvais un enthousiasme familier à l'idée de mener à bien cette affaire extraordinaire. « Holmes, dis-je, je crois que nous n'avons guère le choix. Trop d'hommes de bien sont morts à cause de la conspiration qui a éclaté à Maiwand. Si nous pouvons contribuer à empêcher de nouvelles effusions de sang, nous devons le faire. » Holmes marqua une pause, un léger sourire aux lèvres. « Mon cher Watson, avez-vous cru un seul instant que je déclinerais une telle invitation ? La partie, comme je l'ai souvent dit, est en cours, et celle-ci promet d'être l'une des plus importantes que nous ayons jamais jouées. » Tandis que le yacht poursuivait sa lente progression sur la Tamise vers le large, je réfléchissais à l'extraordinaire série d'événements qui nous avait déconduits jusqu'ici. Une simple lettre d'un inconnu avait révélé une conspiration qui s'étendait des champs de bataille d'Afghanistan jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement britannique, révélant des vérités que certains seraient prêts à tuer pour dissimuler, tandis que d'autres seraient prêts à mourir pour révéler. Les fantômes de Maiwand, qui avaient hanté mes rêves pendant 11 ans, étaient enfin sur le point de trouver leur repos. Mais d'abord, nous devions retourner sur la terre où ces fantômes étaient nés, pour affronter un ennemi dont la haine avait été forgée dans les mêmes flammes qui avaient émarqué mes propres souvenirs. Holmes avait raison. La partie était bel et bien lancée, et je me doutais qu'avant sa conclusion, nous apprendrions tous des vérités sur le courage, la loyauté et le prix de la rédemption qui nous accompagnerait jusqu'à la fin de nos jours. Alors que les lumières de Londres s'éteignaient derrière nous dans le crépuscule, je fermai les yeux et commençai à me préparer à ce que je savais être l'aventure la plus difficile et la plus dangereuse de ma collaboration avec le plus grand détective de notre époque. La bataille de Maiwand avait commencé par une trahison et s'était terminée tragiquement. Mais peut-être qu'avec de la chance, de l'habileté et l'intervention de la Providence, son dernier chapitre pourrait encore être écrit en triomphe. La fin note de l'auteur. Ceci conclut Sherlock Holmes et l'étranger qui connaissait le passé de Watson. Un roman policier complet en 7 chapitres totalisant environ 8500 mots. L'histoire a résolu le mystère central tout en conservant l'atmosphère victorienne authentique et les voix des personnages qui caractérisent les œuvres originales de Sir Arthur Conan Doyle.